A Nigerian Instagram influencer who posted pictures of his lavish lifestyle could spend the next 20 years in a prison cell. Dubai police have once again solved yet another case involving an international online scammer known as Raymond Abbas, but who goes by Hush Puppy on social media platforms. Hush Puppy, l'exhibitionniste. Né d'une famille modeste à Lagos et doté d'une grande capacité intellectuelle, Hush Puppy a usé de son talent pour se faire de l'argent facile en devenant scammer. Il s'y prend progressivement et se fait un nom dans le métier. Le goût de la réussite l'a poussé à s'expatrier afin d'avoir accès à de grandes technologies. Il opte ainsi pour la Malaisie où il ne fera pas long feu. Par la suite, il suit un de ses compatriotes à Dubaï et une fois là-bas, il oublie la vie discrète qu'il menait et cela lui a coûté sa liberté. Entrons dans la vie de Hush Puppy afin de mieux comprendre son fonctionnement. Qui est-il? Pourquoi avoir opté pour la facilité? Quelle est la cause de sa chute? De son vrai nom Ramon Olorawa Abbas, Hush Puppy est né le 11 octobre 1982 à Lagos au Nigeria. Il est fils d'un chauffeur de taxi et d'une vendeuse de pain. Selon des sources incertaines, il aurait fréquenté une école publique puis abandonné ses études pour suivre sa mère au marché Olojojo, où il vendait les vêtements entre 2008 et 2009, afin d'aider sa famille à subvenir aux besoins. En 2018, il se marie à Shawana Nakesia Chapman. Il est père de 3 enfants issus des relations avec différentes femmes. Il commence sa profession de scammer dans les années 2010 à l'âge de 28 ans. Une profession qu'il mènera pendant 10 années et qui prendra fin en 2020 avec son arrestation par le FBI en collaboration avec la police de Dubaï, son pays de résidence. La véritable interrogation est celle de savoir comment le généreux enfant de Lagos qui aimait partager avec les siens est devenu un grand criminel. Vers la fin de l'année 2009 et les débuts de l'année 2010, Hush Puppy continue avec son commerce de vêtements. Cependant, chaque soir après le marché il se rendait dans un cyber pour consulter ses mails. C'est pendant ses visites au cyber que Hush Puppy va faire la connaissance avec un groupe de Yahoo Boys avec qui il va échanger sur les modes opératoires. Il s'intéresse plus à ce mode de vie et décide d'abandonner le commerce. Il s'ouvre donc à la facilité en opérant comme Yahoo Boy. Yahoo Boy est un terme utilisé au Nigeria pour désigner une fraude amoureuse. Le terme Yahoo Boy est devenu populaire au Nigeria dans les années 2000 et s'est très vite propagé au Ghana ces dernières années. En peu de temps, cette pratique est devenue un moyen rapide pour les jeunes d'accéder à la richesse et au luxe. Pour opérer comme Yahoo Boy, beaucoup commencent avec des portables dotés du système d'exploitation Windows. Ensuite, migrent vers les MacBook Apple, à cause de ses meilleures fonctions de sécurité, un Internet fiable, et enfin un VPN, réseau privé virtuel, qui te permet de masquer ton identité en ligne en modifiant ton emplacement réel et ton adresse IP. Les Yahoo Boys fonctionnent de la manière suivante. Ils s'inscrivent avec leur propre compte Facebook en se faisant passer pour une autre personne ou en créant des profils fictifs pour eux-mêmes, ils remplissent les profils avec les détails de leur choix, ajoutent des photos attrayantes, le plus souvent ce sont des photos des hommes blancs qui travaillent dans l'armée. Au fur et à mesure qu'ils sont en communication avec leurs victimes, ceux-ci tombent amoureux des personnalités qu'ils ont créées en ligne. Le plus souvent, le garçon Yahoo est très intelligent et bon dans l'art de converser. Par ce moyen, il parvient à gagner la confiance de ses victimes, et rend la conversation entre eux plus personnelle, tout en amenant sa victime à tomber amoureuse de lui. À la fin, la victime étant amoureuse, commence à céder à toutes ses demandes. C'est ce travail que va faire Hush Puppy de 2010 à 2014 avant de suivre la mouvance de ses compatriotes qui exerçaient déjà la même profession que lui. Il va s'installer en Malaisie en 2014, plus précisément dans la ville de Kuala Lumpur. Étant en Malaisie avec ses confrères, Hush Puppy va mieux approfondir ses connaissances sur le métier avant de créer un gang qu'il va former.
Avec son gang, Hushpuppi ne s'attaque plus aux particuliers, il se spécialise dans le BEC, Business Email Compromise, un système qui consiste à pirater les comptes des entreprises afin d'avoir accès à leurs informations, et facilement les modifier. C'est ainsi que Hushpuppi est quitté de simple Yahoo Boy à cybercriminel. En tant que cybercriminel, Hushpuppi piratait les numéros de compte des entreprises afin de les changer par les siennes. Avec ce type de fraude, il se fait déjà beaucoup d'argent, et se vante déjà de sa réussite sur les réseaux sociaux, faisant parfois des allers et retours du Nigeria en la Malaisie pour voir sa famille et ses amis. Lorsqu'on lui posait la question sur la provenance de son argent, il disait qu'il a fait fortune grâce à ses sociétés immobilières en Malaisie. En 2017, il se lie d'amitié avec Momofa, un célèbre influenceur nigérian résidant à Dubaï. Le rythme de vie de ce dernier incite Hushpuppi à le rejoindre à Dubaï. Une fois à Dubaï, Hushpuppi continuait à publier ses richesses, entre jets privés, maisons de luxe, voitures de luxe, vêtements et sacs de luxe. Hushpuppi a utilisé ces plateformes de réseaux sociaux pour gagner en notoriété et se vanter de l'immense richesse qu'il a acquise en menant des escroqueries par compromission de courriels d'affaires, braquage de banques en ligne et d'autres fraudes cybernétiques qui ont ruiné financièrement des dizaines de milliers de victimes. Toute cette richesse a fait de lui un grand influenceur sur Instagram avec 2,8 millions d'abonnés. C'est de ce mode de vie frauduleux et peu discret que vient sa chute. Avant de continuer à parler de ses richesses, faisons un tour dans un exemple de fraude perpétrée par Hushpuppi. Prenons le cas de l'escroquerie faite à l'homme d'affaires qatari. Dans cette escroquerie, Hushpuppi s'en sort avec $1 million à blanchir. En 2019, un homme d'affaires qatari voulant construire une école dans le Golfe va faire une demande de prêt à la Wells Fargo Bank des États-Unis. Hushpuppi, ayant reçu cette information, va mettre tout un stratagème en place dans le but d'escroquer l'investisseur. Il prend donc contact avec Abdulrahman Imran Juma qui est un jeune Kényan avec qui il travaillait. Juma menait une vie assez discrète loin des réseaux sociaux et de la vantardise, raison pour laquelle les informations sur sa vie sont assez absentes, voire inexistantes, sur les médias sociaux. Dans cette affaire, il devait jouer le rôle d'intermédiaire entre Hushpuppi et le Qatari. Alors Juma devrait se faire passer pour un employé de la banque Wells Fargo Bank et joindre l'investisseur pour lui demander de verser une somme de $150 000 qui représentait un intérêt précompté sur l'emprunt. De cet accord, Juma devrait avoir $100 000 pour lui et le reste du gang, et Hushpuppi, $50 000. L'investisseur accepte de verser l'argent et effectue le versement dans un compte au Kenya. Après confirmation du dépôt par Juma, l'investisseur demande à s'entretenir avec le directeur de la banque Wells Fargo Bank parce qu'il estime que sa demande de prêt est consistante. À cet instant, Hushpuppi craint le pire, car l'investisseur qatari pourrait se rendre compte de son accent africain. Alors il contacte Fawashi, un de ses confrères nigérians résidant aux États-Unis depuis plusieurs années, pour lui demander de se faire passer pour Monsieur Malik, directeur de la Wells Fargo Bank, et d'appeler l'investisseur. Le but de cet appel est de convaincre le Qatari de se déplacer pour les États-Unis afin de créer un compte bancaire qui lui permettrait de recevoir de l'argent, car une somme aussi importante ne peut qu'être envoyée que par virement bancaire. Le Qatari, submergé par ses affaires au Qatar, présente son impossibilité de se déplacer pour les États-Unis. Alors ce dernier lui propose de lui envoyer une procuration qui lui permettrait non seulement de créer un compte en son nom, mais aussi d'exercer dans le dit compte. À la fin de cet appel, il s'accorde et le Qatari lui envoie une procuration. C'est ainsi que Hushpuppi contacte Kelly Shibulo Vincent, un membre de son équipe qui était installé au Nigeria, et donc le rôle dans le gang était de créer des comptes fictifs pour mener leurs opérations. Ce dernier va donc créer le compte bancaire au nom du Qatari et une plateforme de SMS appelée TextMe, qui va faciliter la communication entre l'investisseur et Hushpuppi. Une fois le stratagème mis sur pied, Hushpuppi communique au Qatari son numéro de compte ainsi que certains documents et lui demande de verser une somme de $250 000 représentant le premier versement pour activer le compte. Le Qatari n'accepte pas cette proposition, car il trouve le montant trop élevé. Il contacte Juma pour lui demander de diminuer la somme. Juma, surpris par la nouvelle, contacte Hushpuppi pour lui demander des explications sur les dits de l'investisseur. Hushpuppi convainc Juma de lui faire confiance et lui demande d'approuver sa demande auprès de l'investisseur. Le Qatari finit par céder à la demande de Hushpuppi et fait un deuxième versement de $250 000. Vincent de son côté contacte Hushpuppi pour avoir son dû après le travail effectué, mais ce dernier l'envoie balader. C'est cette réaction de Hushpuppi envers son complice qui va constituer le début de la chute du gang.
Vincent, se sentant frustré, contacte le Qatari pour lui demander de faire désormais des versements dans un autre compte que le précédent. Ce qui va attirer l'attention du Qatari qui va faire part de cette nouvelle information à Juma. Hushpuppi, informé de cette situation, contacte un de son complice policier nommé Kiari basé au Nigeria afin qu'il donne une bonne correction à Vincent dans le but de le faire taire. Toujours dans le suivi de son plan, Hushpuppi contacte Fashola pour qu'elle se fasse passer pour une gestionnaire de compte. Elle était censée trouver des comptes pouvant recevoir de l'argent qu'ils vont escroquer à l'homme d'affaires. Mais cette dernière, ne connaissant pas grand-chose en ce qui est de la gestion des comptes, contacte Agbabiaka qui est un employé de banque et ami proche pour s'enquérir de ce qui en est de la gestion des comptes. Cette dernière lui fait un briefing en insistant sur la limitation des taux de retrait, sans toutefois donner le montant limite. Elle propose son compte personnel comme alternatif afin que les virements soient effectués dessus. Fashola relaie l'information à Hushpuppi qui est d'accord avec la proposition. Il décide de blanchir le premier versement de 400 000 $ en achetant une montre Richard RM 013 à 230 000 $. Le paiement s'est fait par virement bancaire. Après ce virement dans le compte bancaire de l'horloger, Hushpuppi pirate ce compte et désormais va s'en servir pour les prochaines étapes de l'escroquerie. Plusieurs retraits se feront dans les comptes de Fashola et Akabianka, soit par virement, chèque et autres moyens possibles. La somme de 15 millions de $ est inscrite de manière fictive dans le compte créé pour l'investisseur. Hushpuppi contacte encore l'investisseur et lui demande de verser la somme de 330 000 $ dans le compte. Ces 330 000 $ sont répartis comme suit. 100 000 $ dans le compte de Fashola et 230 000 $ dans le compte de l'horloger. Il appelle certains amis pour leur proposer sa montre pour une valeur de 150 000 $ et 100 000 $ sera viré en nouveau dans son compte par le Qatari. Hushpuppi a également fait un virement de 7 100 $ dans le compte du papa de Fashola au Nigeria. C'est grâce à l'argent récolté dans cette arnaque que Hushpuppi va s'offrir un passeport international, lui permettant de voyager dans près de 100 pays sans visa. En plus de cette arnaque, le FBI avait déjà découvert une adresse mail de Hushpuppi. Ayant parcouru cette adresse, ils ont découvert d'autres fraudes. Tout est connu, le FBI va lancer un mandat d'arrêt contre Hushpuppi. Il sera finalement arrêté en juin 2020 dans son appartement à Dubaï par le FBI en collaboration avec la police de Dubaï. À son arrestation, une perquisition sera faite chez lui, et on y trouvera de l'argent liquide s'élevant à près 40 millions de $, 21 voitures de luxe, 47 smartphones, 21 ordinateurs, sans oublier près de 2 millions de fausses identités. Il sera donc extradé aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, il sera mis en garde à vue dans une cellule à Los Angeles puis va passer devant le juge Otis Wright qui lui présentera les charges qui pèsent sur lui. Ces charges ne sont pas des moindres. En voici une liste. Tentative d'escroquerie de centaines de millions de $, à un club de ligue anglais. Escroquerie sur l'investisseur qatari. Usurpation d'identité. Blanchiment d'argent. Collaboration avec le régime nord-coréen pour escroquer une somme de 14,700 000 $ à la Bank of Valletta de Malte en 2019. Pendant son procès, Hushpuppi passe aux aveux et plaide coupable. Il ira même plus loin en exprimant son regret face à la mauvaise vie qu'il menait et demande pardon en ces termes. Depuis que je suis incarcéré, j'ai eu suffisamment de temps pour réfléchir au passé et je regrette d'avoir laissé la cupidité ruiner la bonne réputation de ma famille et mon nom. Hushpuppi prenait les soins de sécuriser ses avoirs dans des paradis fiscaux dans les îles Caraïbes telles que Saint-Kitts et Nevis, ancienne colonie britannique. À l'issue de ce procès, Hushpuppi est condamné à 11 ans de prison et à une amende de 1 732 841 $ à verser à ses victimes. Bien que Hushpuppi soit un escroc aux yeux du monde, il reste un modèle pour ses compatriotes nigérians. C'est dans cette lancée que le docteur Wayenuga dit que l'influence de Hushpuppi perdure, car il est toujours considéré comme un modèle. Nous sommes dans un pays où beaucoup de jeunes souffrent. Il voit un autre jeune qui était autrefois comme eux devenir aussi grand. Il déclare en ces termes. J'ai vu des parents qui ont emmené leurs enfants apprendre à devenir des Yahoo Boys. Sey, un chauffeur de taxi nigérian qui a connu Hushpuppi dans son enfance, dit que tout le monde sait que Hushpuppi a commis un crime, mais c'est compréhensible. Personne ne prie pour être pauvre. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est riche, vous prierez Dieu de vous donner son genre de richesse. Le gouvernement nigérian à travers Madame Abigdabiri Erewa, président de la commission des Nigérians dans la diaspora, NITCOM, a déclaré que l'arrestation de Hushpuppi pour fraude présumée ne devrait pas être utilisée pour juger les Nigérians vivant à l'étranger.
Elle a ajouté que cette affaire porte préjudice au Nigeria, et a mis au point que la fraude ne représenta pas la valeur des Nigérians qui sont des travailleurs dévoués et engagés. La cybercriminalité est un fléau qui accroît de plus en plus en fil des années. Selon l'Interpol, l'Afrique a enregistré une hausse soutenue des cyberattaques en 2020, notamment une augmentation de 238% de celles ciblant les plateformes bancaires en ligne. Alors que l'usage d'Internet s'intensifie, la cybercriminalité devient un secteur stratégique. N'est-il donc pas temps pour les organismes nationaux et internationaux de prendre à bras le corps ce phénomène afin de l'éradiquer complètement ? Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.